La démarche en fait, qui a été initiée en 2013 au niveau de la région et de manière générale de gestion des déchets, elle a pour objectif de protéger à la fois les patients, ça c'est la sécurité des soins, le personnel de soins également qui est en charge de ces patients, et puis les agents chargés de l'élimination de ces déchets. Donc ça, vous le savez tous. Il y a également une notion environnementale associée à tout cela. Essayer de protéger l'environnement, c'est quelque chose qui, depuis quelques années, est en train de prendre une place assez importante. Et puis, ce qui prend également une place importante, c'est l'aspect économique des choses, avec la maîtrise des coûts d'élimination et de traitement de l'ensemble de ces déchets, et donc de réduire leur volume pour réduire les coûts qui y sont associés. Quand on regarde l'épidémiologie de manière générale, il y a en fait 6 maillons d'une chaîne de transmission épidémiologique. Je pensais que c'était important de revenir là-dessus, parce qu'en fait, à l'ensemble de ces maillons correspond un élément de prise en charge des déchets. Le micro-organisme, qui est le premier des maillons. Le deuxième, c'est le réservoir. Le réservoir, c'est là où est le micro-organisme, et principalement, ce sont les patients, ou alors le matériel qui est souillé par des produits qui peuvent contenir des micro-organismes. La troisième, c'est la porte de sortie et la source de micro-organismes. Et là, la porte de sortie, ça va être à la fois le matériel et son volume via la gestion, enfin l'entreposage des déchets. Le mode de transmission, qui peut être soit cutané, soit inhalé, soit ingéré. Une porte d'entrée, donc la peau, l'œil, le nez ou la bouche. Et puis des conditions favorables à l'infection chez l'hôte. Il y a notamment la notion d'inoculum derrière tout ça. Donc le jeu va être, en cas notamment d'accident, d'essayer de réduire cet inoculum. Alors d'où provient le risque ? Le risque il provient de deux grands secteurs. Le premier qui est le secteur hospitalier et assimilé, notamment les établissements de santé et médico-sociaux. Il y a également d'autres activités qui sont générateurs de risques infectieux liés aux déchets. C'est tout ce qui se passe lors des soins de thanatopraxie, des établissements de recherche, de production industrielle ou de médecine, qui sont dans les domaines de médecine humaine et vétérinaire. Et puis il y a des secteurs plus diffus, et également donc, la communauté de manière générale, la population générale, avec des déchets de soins qui peuvent être également générés en ville ou par les patients lors d'autotraitement. Alors comment définit-on les DASRI ? Eh bien, les DASRI sont ceux qui présentent un risque infectieux, donc les déchets qui présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent, donc ça c'est la définition littérale des DASRI, des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Donc ça c'est la définition littérale des DASRI, avec donc, la notion de micro-organisme, la notion de nature du micro-organisme qu'il va falloir prendre en compte, de sa quantité, c'est-à-dire de l'inoculum, qui pourrait créer une infection par la suite. Et donc il est associé à cette définition des catégories différentes. La première étant liée au matériel piquant, coupant, tranchant. La seconde liée aux produits sanguins, et autres liquides biologiques, et puis les déchets anatomiques. Donc les trois grandes catégories listées ici. Il y a également une évaluation qui doit se faire de manière graduelle en fonction de classes de micro-organismes. Il y a 4 groupes qui sont définis dans les textes. Le premier groupe étant constitué d'agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie. Le second groupe d'agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Propagation dans la collectivité, prophylaxie et traitement efficace si possible. Le groupe 3, qui sont des agents qui peuvent provoquer des maladies graves et un danger sérieux pour les travailleurs. Et puis enfin le groupe 4, qui provoque également des maladies graves et qui ont une capacité finalement qui n'ont pas, vis-à-vis desquels nous n'avons pas d'armes, en tout cas prophylactiques ou de traitement qui soient efficaces. Alors, la démarche d'évaluation des risques, principalement le risque majeur reconnu, c'est l'accident d'exposition au sang. Je vais venir en vous présentant quelques données qui datent de 2015, puisqu'on en a assez peu depuis. Et la présence donc, du pathogène avec un inoculum suffisant, que la durée de vie du micro-organisme soit longue, donc qu'il puisse persister dans un environnement qui ne soit pas forcément favorable, notamment les déchets,
et qu'il y ait une voie de pénétration chez l'homme. Et donc l'évaluation du risque va comporter à essayer de répondre à ces trois éléments. Donc, quel micro-organisme est en question? Est-ce qu'il existe un risque d'exposition au sang? Est-ce qu'il y a possibilité, en gros, on revient à notre chaîne épidémiologique, quel est le mode de transmission qu'il y a derrière et la porte d'entrée? Et donc, quel est le mode de contamination possible? Et donc, ça sera traité après, mais il est à l'heure actuelle, et dans les grilles qui ont été développées par le groupe de travail de l'Arlin, il n'y a pas de prise en compte donc, du ressenti psycho-émotionnel. Alors, je vais passer pour 3 ou 4 diapos et terminer sur cette présentation sur les données des accidents d'exposition au sang pour essayer de rappeler quelques éléments, notamment de surveillance donc dans le cadre du raisin. Vous savez qu'il y a un système de surveillance qui s'appelle AES Raisin qui était en place depuis de nombreuses années. Et Pays de la Loire y ont participé dans le cadre notamment de l'interrégion. Et vous voyez que les données donc, de 2015 intégraient 218 établissements de santé, incluant dans cette surveillance plus de 3000 accidents d'exposition au sang, dont la majorité, en termes de déclaration et de surveillance, enfin pas la majorité, mais une grande partie, était en Pays de la Loire. Lorsque l'on regarde les services de déclaration, ce sont principalement les services de médecine, les blocs opératoires, on peut comprendre assez facilement pourquoi, et puis l'ensemble des autres services de soins, et notamment également l'hospitalisation à domicile, que ce soit intramuros hospitalier ou extramuros. Quelles sont les fonctions donc, de ces personnes qui subissent un accident d'exposition au sang? Ce sont principalement des infirmières, donc des personnels de soins, notamment les infirmières, mais également des personnels qui sont assez peu formés ou rompus à l'exercice de certains soins, notamment les internes, également les externes, qui peuvent être amenés à finalement faire des erreurs de manipulation du fait de leur phase d'apprentissage et de la méconnaissance de certains systèmes, notamment de sécurité. Alors, quand on regarde les AES qui sont liés à des déchets, eh bien, on peut voir que ça ne représente pas la majorité des AES. Ce sont principalement les manipulations d'aiguilles qui génèrent des AES, mais il y a quand même 5% donc, de ces 3000 AES qui sont générés du fait de la manipulation de conteneurs, notamment à objets piquants, coupants, tranchants, ce qui ne devrait a priori plus exister à l'heure actuelle. Et lorsqu'on va plus loin dans l'analyse de tout cela, eh bien, on peut voir qu'il y a quand même une part non négligeable d'AES sur cette surveillance 2015 qui sont liées à la récupération de matériel, notamment de linge, de champs et de matériel piquant, coupant, tranchant présent dans ces champs et souillés qui sont ramassés et qui génèrent l'AES. L'évolution notamment de la présence de conteneurs à portée de main est une tendance positive. On voit qu'il y a quand même des choses qui sont en phase d'amélioration, notamment sur cette période-là. En revanche, il y a probablement encore des efforts à faire sur ce domaine-là. Alors, sur le statut sérologique, c'est la séroconversion suite à un AES est un événement extrêmement rare, et heureusement. En revanche, vous pouvez voir ici que lorsqu'on regarde le statut sérologique des patients sources, eh bien, on a quand même des positifs. Et vous voyez qu'ici, le positif connu, il y en avait quand même 64 sur l'ensemble des AES qui étaient positifs à VIH, qui représentaient 2% des patients sources à l'origine, qui étaient liés à un AES. VHC, ce qui est la tendance épidémiologique, donc un peu plus important, 75, 2,4. Et puis le VHB, lui, un peu moins important. Donc c'est principalement le VHC en fait, qui est à risque dans le cadre d'AES. Alors, comment réduire le risque biologique? On le verra très largement, bien entendu, dans les présentations suivantes, mais il faut agir sur le réservoir. Et le réservoir, c'est empêcher la constitution d'un réservoir, détruire le réservoir, notamment le réservoir lié au matériel. On ne parle pas là, bien évidemment, des patients, heureusement. Le triage et l'enlèvement. Agir sur le mode de transmission, donc confiner les procédés, notamment stockage et manutention. Mettre en place des mesures d'isolement. Et puis agir au niveau du professionnel, sur son équipement, sur sa formation, qui est probablement un élément très important.
Et sur la prévention primaire, c'est la vaccination et le statut sérologique hein, qui doit être à jour vis-à-vis des risques auxquels le personnel peut être confronté. On en a discuté hein, pas mal durant les réunions qu'on a pu avoir, enfin le peu de réunions auxquelles moi j'ai pu participer, c'est quelque chose qui ressortait. Les déchets d'activités de soins, il y a une dimension comportementale derrière tout ça. C'est un enjeu et un risque qui est collectif, mais dont l'origine est individuelle. Et finalement, la responsabilité un peu diffuse de toutes ces histoires-là, c'est pas le seul élément hein, dans notre domaine qui est de cet ordre-là. Hein. C'est conséquences individuelles, responsabilité collective. Donc tout le monde est responsable, mais personne n'est responsable en fait. C'est un peu le problème. Donc il y a une dimension comportementale. Et malheureusement, on n'a pas trouvé encore, enfin, il y a des méthodes et des techniques, mais pour essayer d'améliorer les comportements, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme, avec des méthodes qui sont parfois pas très bien comprises et qu'il faut probablement essayer d'explorer dans le cadre de cette gestion des risques. Alors, juste dernière diapositive pour faire de la pub, je le fais de manière systématique maintenant. 2 journées qui vont arriver en fin d'année. La première qui est la journée Terra Botanica, qu'on appelle Terra Botanica puisqu'elle se situe à Angers le 16 octobre prochain, qui porte sur le domaine médico-social et la ville. Et puis une journée à Nantes, la journée nantaise d'hygiène hospitalière, qui est organisée conjointement avec l'association Gralin, dont la date n'est pas encore déterminée, mais qui sera en novembre 2018 et qui a une dimension plus sanitaire. Et durant ces journées-là, on ne traite pas forcément des déchets, mais on traite des risques infectieux de manière générale. Voilà. Merci de votre attention.